Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une théorie plus solennelle et plus calme que d'accoutumée, puisque l'on va étudier les mystères cachés par Oda dans les chapitres de Wano Kuni. On sait que cet arc est centré sur l'histoire du Japon, mais ce que l'on sait moins, c'est à quel point Oda a voulu rendre hommage à son pays d'origine et à la beauté de l'art traditionnel du Japon. Après ces découvertes, j'ai réellement réalisé à quel point Oda a fait l'arc Wano d'une manière très différente des autres. La minutie à laquelle il s'est prêté pour en dessiner chaque chapitre m'a donné envie de partager cela avec vous dans cette vidéo et vous offrir une autre vision de lecture de l'arc Wano Kuni. Et grâce à cela pourrait nous amener à penser que cette île ne pourrait être ni plus ni moins qu'une peinture illusoire. Cela peut paraître un peu vague, mais ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre avec ce qui va suivre. Donc, ouvrez le rideau. Nous entrons depuis le chapitre 909 de One Piece dans un tout nouvel univers, pour y découvrir un pays nommé Wano Kuni, le pays de l'harmonie. Historiquement parlant, Oda situe Wano durant la période isolationniste du Japon, c'est-à-dire la fermeture du pays aux étrangers, interdisant ainsi quiconque d'y entrer et pour les Japonais d'y sortir. C'est ce que l'on nommait autrefois le Sakoku, durant l'époque Edo. Ainsi, entre art et savoir-faire, Oda nous dépeint ce qu'était autrefois, et encore aujourd'hui, les valeurs ancestrales qu'est le pays du soleil levant. Les pratiques du seppuku, une forme rituelle de suicide masculin destinée aux samouraïs, une façon de se repentir d'un péché impardonnable. Le sport national du sumo, ou encore le monde entourant les geishas ou l'oiran, courtisanes de haut rang au Japon. Oda applique un contraste d'une réalité plus sombre qui se cache derrière cela. La pauvreté, la famine ou encore l'industrialisation qui dégrade les océans et tue les êtres vivants. Malgré cela, lorsque nous ouvrons les portes de Wano, nous y découvrons un arc centré principalement sur le Japon de notre monde, avec ses cerisiers en fleurs, le mont Fuji, ses traditions et ses légendes. Cependant, Oda lui va encore plus loin et cache dans cet arc des illustrations vous plongeant à l'intérieur des plus grandes estampes qu'aient créées les peintres de ce pays, à l'élégance et à la sérénité sans égale. Chaque case, chaque décor, chaque mouvement des personnages de One Piece est lié à une référence culturelle, ce qui pourrait alors nous amener à penser que Wano Kuni pourrait être ni plus ni moins qu'une véritable peinture vivante. Et c'est ainsi qu'il débute cet arc avec un personnage mystère qui ouvre le bal, apparaissant vêtu d'un masque de chat et un shamisen, instrument de musique traditionnelle. Cette illustration prend racine du fantôme légendaire nommé le Nekomata, inspiré du Yakai Zukan, nommé le volume illustré Le Sang Démon. Sa légende narre que celle-ci prenait l'apparence d'une femme humaine aux allures de geisha pour y jouer du shamisen et chanter une chanson triste sur sa propre espèce. Dans One Piece, cette scène prend forme à travers l'Oiran, portant le même masque et jouant de cet instrument traditionnel. Ainsi, le rideau se lève, faisant place à l'architecture de la capitale des fleurs, et introduisant un concept théâtral et traditionnel du Japon, le kabuki, un art structuré en 5 actes, et qu'Oda souligne dans le chapitre 924 ayant pour titre « Ha ». Conformément à ce principe, le premier correspond à la composante « jo » du Johaku, et sert à introduire les personnages et l'intrigue. Le rythme augmente alors « Ha » dans les 3 actes suivants, culminant dans certains cas par une bataille. Le 5e acte, Kyu, très court, sert à fournir une conclusion rapide et satisfaisante. Un art urbain qui prit naissance lorsqu'une femme nommée Izumo no Okuni s'est déguisée en homme excentrique et a dansé un kabuki odori. Cette danse est devenue populaire dans tout le Japon et a été associée au shamisen relativement nouveau à l'époque. Et ainsi, constitua le style du kabuki qui avait pour traduction « extravagant ». Un théâtre épique mettant en scène des héros légendaires opposés à leurs ennemis, reconnaissables par leur mon, symbole de leur clan, tournoyant à travers les décors et soutenus par grand nombre d'effets spéciaux. C'est donc de cette manière qu'Oda a souhaité illustrer l'intrigue de Wano Kuni et qui marquera un tournant dans le monde de One Piece. Car en effet, multiples sont les références du kabuki dans cet arc, et bien au-delà, chaque décor, chaque personnage ou mouvement ont été soigneusement choisis.
Et c'est ainsi qu'Oda va nous offrir à travers ces différents chapitres une multitude de références culturelles du Japon issues de l'ukiyo-e, le terme japonais signifiant « image du monde flottant », un mouvement artistique japonais de l'époque Edo, comprenant non seulement une peinture populaire et narrative originale, mais aussi et surtout les estampes japonaises gravées sur bois. On découvre alors les illustrations des plus grands peintres de l'époque Edo, pour mettre en scène le décor de Wano Kuni. On traverse la mer avec le légendaire peintre Hokusai, dont Van Gogh ou encore Monet se sont inspirés. On y croise les rochers de Meoto-Hiwa. Et on termine en remontant la cascade avec à nouveau le peintre Hokusai. Lorsque l'on dépasse cette frontière, on y retrouve l'art du Niwaki, ces arbres de pin emblématiques du jardin zen japonais. Avec en fond le mont Fuji, pouvant s'inspirer une nouvelle fois du peintre Hokusai et son art des 36 vues du mont Fuji. Le marquant et imposant torii flottant, accompagné du Komainu, gardien de l'entrée des sanctuaires. L'ancestral Sakura et ses fleurs de cerisier, se mêlant ainsi au mythe du Oni Shutendoji. Et de ces deux concepts, Oda fit naître la légende du mont Atamayama, l'homme qui mangea un noyau de cerise et vit pousser un arbre sur sa tête. Puis, on navigue près de la forêt de bambou, là où on retrouve le Tengu, forgeron et descendant du créateur des épées sacrées Kitetsu, intronisant alors la légende du film Les 47 Ronins, lorsque l'enfant est recueilli par les Tengu de la forêt de bambou, forgeron des épées légendaires et enseignant l'art de tuer. Et lorsque le décor est posé, Oda nous présente les acteurs du kabuki qui nous feront vivre l'histoire. Il fait entrer en scène le protagoniste de One Piece, Luffy à dos de carpe, avec la légende de Kintaro, l'enfant doré, représenté par le peintre Tsukioka Yoshitoshi. Il croisera la route de celle de Renjichi de Lyon, à travers le personnage de Kanjuro. Kinemon apparaîtra avec l'estampe de Utagawa Kunizada, celle de Kamura Gongoro Kagemasa, avec Raizu, et peut-être même le mystérieux personnage Ukasa rappelant Fuanban Zanemon, ou encore un personnage insoupçonné que l'on pourrait associer à un homme sous l'allure d'une femme, celui de Kiku, car dans le traditionnel kabuki, les rôles de femmes étaient tenus par des hommes travestis, c'est ce que l'on nommait des onagata. Ils commençaient sur un maquillage blanc très épais, se redessinaient les sourcils et une bouche, se revêtaient leur costume de femme et terminaient par la pose de la perruque. Ainsi, le fait d'avoir prononcé le mot seisha, signifiant « je », employé seulement par les hommes dans le dialecte japonais, pourrait faire que Kiku soit la représentation théâtrale de l'onagata. Enfin, quand les décors et les protagonistes sont décidés, Oda laisse place au jeu d'acteurs de ces personnages, et c'est ici que chacun de leurs mouvements portera une signature. C'est ainsi que sa plus grande inspiration de la gestuelle sera tirée des estampes du peintre Utagawa Kuniyoshi. On y verra alors Brook sous forme de squelette, Momonosuke, Chopper ou encore Luffy avec la pose traditionnelle du kabuki, le Mie, une pose puissante et émotionnelle prise par un acteur de théâtre japonais qui se fige un instant. Il animera cela autour du Buyo, l'art traditionnel de la danse et du mime au Japon, exécuté par les geishas ou apprentis geisha Maiko, qu'on retrouvera aux côtés de Nico Robin. Enfin, Sanji et Onami s'inspireront quant à eux du grand peintre Tushubai Sharaku, maître dans l'art de représenter la gestuelle des acteurs de ce théâtre. Par ailleurs, la légende raconte que cet homme avait le talent de réussir à illustrer ses acteurs avec tant de réalisme qu'on le soupçonnait de voler l'âme de ses modèles. Ainsi, l'insistance d'Oda pour représenter Wano comme un théâtre estampé pourrait alors nous amener à penser que ce pays ne pourrait être ni plus ni moins qu'une simple peinture géante, un monde illusoire, là où le temps s'est arrêté et où chaque personnage n'est que théâtre et légende, créé par un peintre, le seul présent à Wano, Kanjuro. Mais au-delà de cette idée, quand bien même Wano ne serait pas une peinture vivante, ce qu'a fait Oda dans cet arc, la manière dont il a dépeint l'art dans son art, est pour moi une forme profonde de respect et de culture qu'il veut offrir à ses lecteurs.
Même si certains y voient des latences ou un mauvais début d'arc, je voulais malgré tout vous démontrer qu'à travers tous ces petits détails dissimulés se trouve un véritable travail d'orfèvrerie de la part d'Eiichiro Oda, le maître voulant illustrer les maîtres créateurs des légendes qui ont fait naître la véritable nature du Japon et qui offriront peut-être aux générations futures des connaissances et des arts qui se devront d'être transmises pour ne jamais être oubliés.